Bonjour à tous et bienvenue dans cette 5e vidéo de l'introduction du cours de Supply Chain Management. Dans la vidéo précédente, nous avons vu la deuxième partie des enjeux de la supply chain relatifs à la nécessité de disposer de systèmes d'information afin de gérer rapidement et sans erreur une grande quantité de données, à la nécessité d'assurer la traçabilité des produits tout au long de la chaîne logistique pour assurer la sécurité du consommateur et fluidifier les échanges. Nous avons également parlé des enjeux liés au développement durable, en particulier de comment diminuer la pollution et préserver les ressources naturelles dans chacun des processus de la supply chain. Aujourd'hui, nous allons voir d'autres concepts afin de clôturer le premier chapitre d'introduction de ce cours. Ces concepts sont liés aux décisions à prendre dans la supply chain, aux différents métiers liés à la supply chain et aux futures tendances dans le secteur. Répondre aux différents enjeux de la supply chain que nous avons détaillés dans les deux dernières vidéos peut être complexifié par un certain nombre de facteurs. Ce sont les aléas qui peuvent être internes ou externes à l'entreprise et qui sont difficiles à maîtriser, perturbent la planification de la supply chain et diminuent donc de son efficacité. Le premier facteur de complexité d'une supply chain, c'est la demande. La demande du client final, surtout pour des produits non standardisés, c'est-à-dire des produits innovants comme les produits de mode ou les nouvelles technologies, est difficile à prévoir. En l'absence de prévision de demande fiable, il est difficile de connaître les quantités de matières premières à commander de chez son fournisseur. Pensez par exemple à des matières premières et composants qui viennent de loin ou qui sont longs à fabriquer avec des lead times très longs. Si on en commande trop, on risque d'avoir des stocks trop importants qui coûtent cher et qui potentiellement comportent un risque élevé d'obsolescence, c'est-à-dire qu'ils deviennent périmés ou tout simplement dépassés. Au contraire, si on en commande trop peu, on risque de ne pas avoir de matières premières suffisantes pour répondre à la demande. Et donc, on perdra des ventes et même des clients. Ce qui est vrai pour les matières premières est aussi vrai pour les produits finis. Si on n'a pas de prévision de demande fiable, il est difficile de dimensionner son stock de produits finis, en particulier pour des produits longs à fabriquer et des clients impatients qui ne sont pas prêts à attendre pour avoir le produit. Donc stocker trop de produits finis, ça coûte cher et ça comporte potentiellement un risque d'obsolescence. Stocker trop peu de produits finis peut conduire à des ventes manquées si la demande s'avère finalement plus importante que le stock. Et enfin, la méconnaissance de la demande du client final a un impact important non seulement sur le dernier maillon de la chaîne qui est en contact direct du client final, mais sur tous les acteurs de la supply chain. Ce phénomène est connu dans le supply chain management sous le nom de l'effet bullwhip ou l'effet coup de fouet. Nous détaillerons tout à l'heure les mécanismes de ce phénomène. À noter que ce qui est vrai pour une demande prévue et non réalisée est aussi vrai pour une demande qui n'existe plus, c'est-à-dire une commande passée puis annulée à la dernière minute ou encore un produit acheté puis retourné par le client. Dans tous ces cas de figure, on se retrouve avec des surstocks qui coûtent cher avec risque d'obsolescence. Un deuxième facteur de complexité de la supply chain, ce sont les délais. Il concerne aussi bien les flux entrants, c'est-à-dire les approvisionnements, que les flux sortants, c'est-à-dire les livraisons, pour toutes les entreprises qui constituent la supply chain. En effet, une entreprise peut avoir des retards dans ses approvisionnements, c'est-à-dire que son fournisseur ne respecte pas le lead time annoncé. Si l'entreprise travaille en juste à temps, c'est-à-dire sans stock, ce retard d'approvisionnement provoquera un arrêt de production pour cause de rupture de stock de matières premières. Et vous savez maintenant que les arrêts coûtent très cher à l'entreprise. Pour les flux sortants, une panne de véhicule, un accident de la route, un phénomène météorologique, un prestataire logistique qui ne respecte pas son contrat peuvent perturber la livraison et causer des retards qui coûtent cher aussi, soit en termes de pénalités appliquées par le client, soit en termes de satisfaction du client et d'image de marque de l'entreprise. Finalement, l'incertitude sur les délais peut également concerner les temps opératoires pour la fabrication du produit ou la production d'un service. Une fabrication qui dure plus longtemps que prévu à cause de la défaillance d'une machine ou des opérateurs qui s'absentent ou qui font grève causera également des retards. Et qui dit retard dit pénalité et insatisfaction du client.
Un troisième facteur de complexité en supply chain management concerne la qualité, que ce soit la qualité des approvisionnements ou de la réalisation. En effet, lorsque l'entreprise reçoit une commande d'un fournisseur et qu'après contrôle qualité, il se rend compte qu'il y a un pourcentage de pièces défectueuses dans la commande, ceci peut engendrer un arrêt coûteux pour cause de rupture de matières premières. De même, un composant défectueux ou une opération mal effectuée fait qu'un produit fini n'est pas conforme à ses spécifications. Soit ce produit n'est pas vendu au client parce que le défaut qualité a été détecté avant l'envoi au client et le client devra attendre un délai supplémentaire pour avoir sa commande, soit pire, le défaut n'est pas détecté et arrive au client et là on aura un client insatisfait qui va potentiellement porter atteinte à l'image de marque de l'entreprise. Finalement, un dernier facteur de complexité dans le supply chain management, ce sont les réglementations. En effet, une réglementation qui change peut remettre en cause la pertinence des décisions prises en supply chain management. Par exemple, si une entreprise emploie un certain nombre d'opérateurs qui travaillent 40 heures par semaine et que la réglementation de travail change, imposant une limite de 35 heures par semaine, l'entreprise devra embaucher plus d'opérateurs, ce qui pourrait remettre en cause sa rentabilité. De même, si une taxe carbone devait être mise en place dans un pays, cela pourrait remettre en question le choix stratégique des équipements et des processus de fabrication par exemple. Pour en revenir à l'impact de la variation de la demande du client final sur l'ensemble des acteurs de la supply chain, on considère un jeu de simulation bien connu en supply chain qui s'appelle The Beer Game. Ce jeu considère une supply chain simplifiée constituée de 4 niveaux: le détaillant, le grossiste, le producteur et le fournisseur du producteur. Chaque acteur de chaque niveau passe commande au niveau inférieur et livre le niveau supérieur. Donc le producteur passe commande chez son fournisseur et livre le grossiste passe commande auprès du producteur et livre le détaillant passe commande auprès du grossiste et livre le consommateur final sans délai. Chaque commande met une journée pour être traitée au niveau supérieur et une journée pour être livrée. C'est-à-dire que le lead time pour le producteur, le grossiste et le détaillant est de 2 jours. Quant au détaillant, il reçoit et livre immédiatement les commandes à ses clients dont il découvre la demande jour après jour. Les coûts qui sont considérés dans cette simulation sont les coûts de possession de stock par jour qui sont de 10 dirhams et les coûts de rupture qui sont de 20 dirhams. Chacun des acteurs de la supply chain doit gérer son stock en commandant juste ce qu'il faut, ni trop peu parce qu'il tomberait en rupture de stock et paierait un coût de rupture journalier, ni trop parce que cela entraînerait des surstocks qui coûteraient trop cher en coût de possession de stock. Au terme de cette simulation, on constate généralement les résultats qui sont présentés dans ce graphique. Si on regarde la demande finale des consommateurs, on se rend compte qu'elle est quasiment stable avec très peu de variations autour de la moyenne de 4 unités par jour. Et puis on observe que plus on va remonter vers l'amont du système, plus l'amplitude des commandes va augmenter. Les commandes du détaillant varient plus que le consommateur, celles du grossiste varient plus que les détaillants et celles de l'usine encore plus que le grossiste. Et donc on part d'un pic de demande du consommateur de 6 unités à un pic de demande pour l'usine de 20 unités avec un décalage temporel puisque le pic de la demande du consommateur a lieu le jour 11 et celle de l'usine a lieu le jour 15, ce qui s'explique par le décalage de transmission de l'information sur le pic de demande au stade amont. Tous ces phénomènes sont constatés alors que la supply chain est très simplifiée, avec une seule entité à chaque niveau. Pas de capacité de stockage et de transport par exemple, pas d'aléas sur les lead time, etc. Si on se rapproche de la réalité d'un réseau de supply chain avec plusieurs niveaux, plusieurs entités par niveau, des capacités de production et de transport limitées, des lead time aléatoires, etc., ce phénomène sera encore plus amplifié. Ce processus d'amplification des variations de la demande s'appelle l'effet bullwhip ou l'effet coup de fouet, parce que si l'on suit le schéma de la demande d'amont en aval, ça fait effectivement penser à un coup de fouet. Et donc, plus on remonte vers l'amont du système,
comme on l'a vu dans The Beer Game, plus l'amplitude de la demande augmente. Alors pourquoi ça? Comme on l'a vu dans l'exemple du Beer Game, la demande du client final a augmenté de manière tout à fait mineure et passagère au jour 11. En l'absence de communication entre consommateurs et détaillants, le détaillant s'est basé non pas sur les faits, c'est-à-dire que l'augmentation serait ponctuelle, mais sur sa perception immédiate et son interprétation propre de l'augmentation. Il a eu peur que ça soit une augmentation durable de la demande et a voulu se protéger des ruptures éventuelles en constituant du stock au cas où la demande du client demeure élevée, et cela sans se préoccuper des conséquences que cela pourrait avoir sur son fournisseur, c'est-à-dire le grossiste. Cela induit un phénomène d'amplification naturelle au fur et à mesure de la remontée dans la supply chain, résultant à chaque niveau à la passation de commandes de plus en plus importantes pour se protéger contre une augmentation qui pourrait être durable, sans se préoccuper de l'effet que ça aurait sur la chaîne de fournisseurs en amont. Les déclencheurs de cet effet coup de fouet peuvent être par exemple des opérations promotionnelles limitées dans le temps qui sont proposées par le détaillant sans recherche de coordination avec la chaîne de ses fournisseurs, ou encore le fait d'anticiper des situations de pénurie d'un produit comme ce qui est arrivé pour les masques et les gels hydroalcooliques et les denrées alimentaires au début de la pandémie du Covid-19, ce qui a fait que les consommateurs faisaient des achats largement supérieurs à leurs besoins réels, ce qui peut constituer un autre facteur d'amplification. Le fait d'avoir des lead times importants aussi diminue la réactivité du système et donc l'entreprise aura tendance à surestimer son besoin et à constituer ce qu'on appelle le just in case inventory pour qu'au cas où la demande augmente, elle ait du stock pour y faire face le temps de se réapprovisionner, ce qui a aussi pour effet d'amplifier l'effet coup de fouet. Finalement, cet effet coup de fouet deviendra évidemment de plus en plus important avec la multiplication des niveaux de la supply chain, c'est-à-dire plus la chaîne de fournisseurs sera longue, plus important sera l'effet d'amplification de la demande chez le fournisseur le plus en amont. Donc plus le réseau de la supply chain sera court, plus il sera facile pour l'ensemble des acteurs de la supply chain de communiquer et de gérer les fluctuations de la demande finale. L'effet d'amplification des fluctuations est extrêmement néfaste en termes de coûts de possession de stock d'abord et risque d'obsolescence du stock, mais aussi les coûts de changement de niveau de production. Imaginez par exemple qu'une entreprise qui pense faire face à une augmentation permanente de la demande et qui donc engage du personnel ou achète de nouveaux équipements, et lorsque la demande diminue à la fin du pic, va se retrouver avec des opérateurs et des équipements sous-utilisés qui coûtent trop cher. Donc pour atténuer cet effet d'amplification, il faut s'attaquer aux causes, c'est-à-dire qu'il faut que l'information sur la demande du client final soit partagée avec toute la chaîne de fournisseurs pour prendre les bonnes décisions au bon moment. Ce partage de l'information sur la demande peut notamment être facilité par différents outils et protocoles de communication entre les différents acteurs de la supply chain, créant ainsi ce que l'on appelle une collaboration au sein de la supply chain, qui est perçue comme une opportunité pour atteindre l'optimum global de toute la chaîne logistique. Autre action qui permet d'atténuer l'effet bullwhip, c'est la réduction des lead times. Que ce soit dans leur partie remontée des flux d'information grâce encore une fois au système d'information, ou dans la partie transport, c'est-à-dire qu'au lieu par exemple d'attendre de constituer un camion complet de livraison pour amortir les coûts fixes, ce qui induit un délai trop long, l'entreprise pourrait penser à faire des transports par petites quantités de manière plus fréquente en ayant recours par exemple aux services de messagerie. Ce qui est vrai pour les lots de transport est aussi vrai pour les lots de fabrication. En effet, les tailles de lots de fabrication trop grands induisent des lead times de fabrication plus longs, ce qui contribue à amplifier les fluctuations de la demande par le phénomène du just-in-case inventory expliqué tout à l'heure. Et donc, pour améliorer la réactivité du système et diminuer l'effet d'amplification, il faudrait diminuer le plus possible les tailles de lots de fabrication. Et finalement, toute solution tendant à diminuer le nombre de niveaux dans la supply chain ira dans le bon sens d'un point de vue maîtrise des fluctuations.
bien que dans certains cas, ça ne soit pas possible de réduire les nombreux niveaux de la supply chain à cause des produits trop complexes ou du réseau de distribution mondialisé, avec la nécessité de faire intervenir plusieurs acteurs pour fabriquer et distribuer des produits. Afin de répondre aux enjeux et maîtriser les aléas de la supply chain, il faut prendre un certain nombre de décisions à différents niveaux de planification. Alors, quelles sont ces décisions-là? En effet, en management des systèmes complexes, un des principes fondamentaux dans la prise de décision, c'est la hiérarchisation des décisions, ce qui revient à décomposer les problèmes complexes en une succession de sous-problèmes et par la suite de réduire le nombre de variables pour chaque niveau de décision. Donc pour cela, on classe généralement les décisions en 3 catégories: les décisions stratégiques, les décisions tactiques et les décisions opérationnelles. Les décisions stratégiques engagent l'entreprise sur un horizon long terme, à plus de 2 ans en général, et se traduisent par la définition du portefeuille d'activités de l'entreprise, de la stratégie pour réussir chaque activité et des ressources stables à mettre en œuvre pour réussir sa stratégie. Les décisions tactiques engagent l'entreprise sur un horizon moyen terme, entre 6 et 18 mois généralement, et consistent à structurer les différents flux de l'entreprise en respectant des contraintes établies par les décisions stratégiques. Et puis les décisions opérationnelles qui engagent l'entreprise sur un horizon court terme, sur quelques jours, voire quelques heures, et qui assurent la flexibilité nécessaire pour faire face aux aléas liés à la demande, la disponibilité des ressources, etc., et de réagir face à ces aléas dans le respect des décisions tactiques. Outre l'horizon de temps qui différencie ces 3 niveaux de décision, elle se distingue aussi généralement par le niveau de compétence hiérarchique du décideur. Les décisions opérationnelles sont normalement prises par des agents d'exécution, même si elles sont généralement préparées en amont par des cadres et présentées sous forme de tables et de consignes qui permettent une prise de décision rapide en fonction des situations. Les décisions tactiques sont en général du ressort des cadres et les décisions stratégiques relèvent de la direction de l'entreprise, assistée bien entendu de ses principaux cadres. Ce qui différencie également le niveau de décision, c'est le niveau d'agrégation de la décision, c'est-à-dire le niveau de détail des décisions prises quant au flux à gérer et aux ressources à mettre en œuvre. Plus l'horizon de la décision est éloigné, plus le niveau d'agrégation est grand. C'est-à-dire que pour des décisions tactiques ou stratégiques, on travaillera par exemple par famille de produits et en utilisant des données souvent imprécises. Tandis que pour des décisions opérationnelles, on prendra des décisions portant sur des composants élémentaires d'un produit et sur des prévisions de données beaucoup plus précises, voire des données en temps réel. Cette approche hiérarchisée permet de simplifier le processus global de décision. Mais ce qu'il faut garder en tête, c'est que toute décision prise à un niveau devient une contrainte à satisfaire au niveau inférieur. Il faut donc s'assurer, lorsque les décisions sont transmises au niveau inférieur, qu'elles soient cohérentes avec des contraintes de ce niveau, c'est-à-dire qu'elles pourront effectivement être réalisables. Les décisions stratégiques en supply chain management portent sur la conception et la structure du système industriel et logistique. Les montants de l'investissement sont considérables à ce niveau et les enjeux sont donc importants étant donné les périodes d'amortissement. Il va falloir dans un premier temps choisir la stratégie supply chain globale qui découle de la stratégie générale de l'entreprise. En fonction de ce choix, il faudra choisir quelles activités doivent être externalisées et quelles activités doivent être maintenues en interne, mais aussi quelle stratégie de collaboration avec les partenaires dans la supply chain. Il faudra également prendre des décisions stratégiques concernant tous les processus de la supply chain ainsi que la logistique inverse. D'un point de vue des achats par exemple, il va d'abord falloir choisir les fournisseurs autorisés à répondre aux appels d'offres, c'est ce qu'on appelle l'homologation, et ensuite décider de la stratégie d'achat pour un produit ou un service donné. Pour le processus de fabrication, il faudra décider de la stratégie industrielle, décider du nombre, de la localisation, de la capacité, de la spécialisation et des technologies utilisées dans les unités industrielles,
Et au niveau de la distribution, il faudra choisir la stratégie globale de distribution, concevoir le réseau de distribution en décidant du nombre, de la localisation, de la taille, de la spécialisation des entrepôts, puis il faudra choisir aussi les modes de transport. En ce qui concerne la logistique inverse, il va falloir par exemple décider de la stratégie de collecte. Est-ce que les produits vont être collectés chez le client directement, via le vendeur ou à travers par exemple un 3PL? Il va falloir décider la conception du réseau, c'est-à-dire le nombre, la localisation, la taille, la spécialisation des différentes installations de logistique inverse, telles que les centres de collecte, de tri, de réparation, les usines de refabrication, de recyclage, etc. Il va falloir aussi décider des équipements et véhicules à utiliser tout au long du processus de logistique inverse. Ces décisions seront analysées dans le chapitre 2 de ce cours. Les décisions tactiques en supply chain management contribuent à structurer les flux sur l'ensemble de la supply chain. Pour cela, elles consistent principalement à prendre des décisions d'allocation, c'est-à-dire par exemple affecter les fournisseurs à des usines, des produits à des usines à des entrepôts à des magasins, des clients finaux à des centres de collecte à des usines de refabrication ou de recyclage, etc. D'autres décisions tactiques consistent à planifier de manière agrégée les quantités à acheter, à produire, à distribuer pour répondre à la demande future du client sans délai et au meilleur coût. C'est-à-dire qu'il faut décider quand et combien commander dans le cadre d'une politique de gestion de stock. Décider quelle quantité fabriquer de chaque famille de produits en prenant en compte les capacités mises en place au niveau stratégique. Décider des quantités à transporter, à recevoir et à livrer par les entrepôts pour que le client final soit livré à temps et aussi décider quelles quantités doivent être transportées, stockées, refabriquées, recyclées dans le cadre de la logistique inverse. Une fois les affectations et la planification décidées, il faudra doter l'entreprise d'indicateurs pertinents pour piloter les performances de la supply chain. C'est à ce niveau aussi que sont conçus les modes d'organisation et de pilotage de la chaîne, car pour simplifier, ce sont ces processus qui orientent véritablement l'ensemble de l'entreprise vers la satisfaction totale du client. Ces décisions seront analysées dans le chapitre 3 de ce cours. Les décisions opérationnelles en supply chain management permettent de gérer les flux de la supply chain sur le court terme en assurant la flexibilité nécessaire pour faire face aux aléas quotidiens. Parmi les décisions opérationnelles en supply chain management, on retrouve la gestion du cycle de commande, le suivi des niveaux de stock en magasin de matières premières pour éviter les ruptures de stock, l'ordonnancement de la production qui consiste à faire une programmation prévisionnelle des ressources, c'est-à-dire les opérateurs, les équipements et les outillages, et de déterminer l'ordre de l'exécution des différentes opérations de la gamme de fabrication d'un produit. Il y a également la programmation et l'exécution des différentes activités de l'entrepôt qui sont la réception, le stockage, la préparation de commandes et la livraison, l'organisation des tournées de véhicules de livraison ou de collecte des produits retournés et le choix du traitement en fonction de la nature du produit retourné pour décider de la suite du processus de la logistique inverse. Ces décisions seront analysées dans le chapitre 4 de ce cours.